Laurent Dubreuil, athlète olympique, est-ce que tu suis les Jeux paralympiques? Mais pas autant que je pensais que j'allais les suivre au début, honnêtement. Je pense qu'il s'est créé une fatigue avec les jeux juste avant, malheureusement. Mais évidemment, un peu ici et là, mais pas autant que j'aurais voulu avant. C'est un peu triste quand on pense à ça parce que ce sont des athlètes qui nous représentent comme les Jeux olympiques, cérémonie d'ouverture, mais c'est comme dilué. C'est comme la programmation naturelle de Radio-Canada vient de commencer. On parle de plus en plus de hockey. C'est d'une tristesse inouïe quand on y pense. Mais oui, c'est dommage parce que certaines des plus belles histoires sont dans les Jeux paralympiques, là, bien plus qu'aux Olympiques encore, des histoires inspirantes. Je veux dire, on a tous vu des courses de natation avec des gens qui n'ont pas de bras. Je veux dire, moi, j'ai des bras puis je manque de me noyer quand j'embarque dans la piscine. Fait que j'imagine pas les gens qui n'ont pas de bras. C'est incroyable, mais c'est ça, je suis comme à bout de souffle. Je suis fatigué des Olympiques. Ça va me prendre des mois à m'en remettre, je pense. Est-ce qu'il y a une solution à tout ça? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, les mettre avant? Il y en a qui disent même pendant les Jeux, donc mélanger le mix parfait, là, athlète paralympique et olympique. Ça serait peut-être une façon, mais là, ça semble être un peu comme un dessert quand t'as déjà trop mangé. Là. C'est comme, t'es à bout de souffle, t'es plus capable. Là. T'es plus capable. T'aimerais ça, ça a l'air bon, mais t'es juste plus capable. Hey Laurent, je pense qu'on a un invité très important et très pertinent pour parler de tout ça. Dean Bergeron, 11 fois médaillé des Jeux paralympiques. Il est avec nous immédiatement après le thème de l'émission. Les deux côtés de la médaille. Un balado sportif avec Laurent Dubreuil et Marc Durand. Dean Bergeron, 55 ans, actuaire VP chez Beneva. 11 médailles paralympiques, champion du monde, champion du marathon de Boston, entre autres. Bref, une très grande carrière en para-athlétisme. Salut, Dean! Salut, Marc! Hey, vraiment, on est heureux, privilégié de t'avoir avec nous en plein jeu paralympique à Paris. Toi, est-ce que tu suis ça avec beaucoup de passion, beaucoup d'intérêt? Ben, assurément, là, je suis ça. C'est tellement facile aujourd'hui de suivre les Paralympiques comparativement à ce que c'était dans mon temps. Ouais. C'est sûr que j'ai une curiosité malsaine de suivre ce qui s'est passé, les cérémonies d'ouverture. Je fais quasiment du géotisme ou du voyeurisme. J'essaie de voir en arrière des coulisses qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis, c'est sûr que c'est comme ancien athlète qui l'a déjà vécu, ben, tu te poses ta question, comment c'est maintenant? Puis t'es curieux. Je suis curieux, effectivement, comment les athlètes vivent ça. Tu as participé aux Jeux en 96, 2000, 2004, 2008. T'es dernier avec 2 médailles d'or, 3 médailles en tout. Ça a été des Jeux extraordinaires pour toi. D'ailleurs, tiens, je pense à ça. Je vais jouer un extrait du 200 mètres. Si tu veux le commenter, tu peux le faire également. Ben là, on voit qu'effectivement, j'avais pas la même chevelure qu'aujourd'hui. Là. À peu près de la même coupe, là, mais la couleur a changé un peu. Ouais, ça c'était... Thomas Kirsch-Michler, un autre de chien. Un des bons potes à moi. Je pense qu'on a vu André Baudouin il y a quelques... on le voit, André Baudouin, justement, qui a déjà détenu le record du monde quelques années auparavant. Et toi, tu le détenais à ce moment-là, je crois, hein, c'est ça? Exactement. Puis, la pression est rentrée quand, justement, j'ai vu ma grosse face là, sur les écrans géants, là. On disait que j'avais le record du monde. Là. Fait que là, effectivement, là, ça a comme fait une couche de pression de plus. On a vu dans le stade, c'était plein, hein? Plein. Il y avait 91, 92 000 personnes. Wow. Incroyable. Super ambiance. Alors, on va te voir dans le couloir numéro 3, à l'intérieur. Ouais. Puis, aux 200 mètres, pour moi, là, c'était ma plus belle épreuve parce que c'était un athlète qui n'avait pas une vitesse de pointe. Donc, en sortant du virage, Marc, je savais que c'était facile. C'était une balade, là. C'était moins du tout au 100 mètres. Et pour le 200 mètres, là, c'est quoi? Je sais là, peut-être après 50, 75 mètres, il fallait que je me retienne là, pour pas trop vendre ma victoire. Là. Oui, non, c'est ça. C'est pas le temps d'essayer de mettre une main dans les airs. Oui, garder plus gêne, effectivement. On a vu ça très souvent. Écoute, Dean, tu nous as fait vivre des moments extraordinaires, puis je pense que c'est l'année suivante, en 2009, où tu as été consacré athlète de l'année au Québec. Puis je crois que Chantal l'avait été au niveau des femmes, Chantal Petitclerc. Donc, ça avait été un doublé paralympique devant les athlètes non handicapés. C'était une belle consécration pour vous et pour vos sports. C'était
belle reconnaissance. Puis ça démontrait un peu tout le chemin qu'on avait fait entre 96, moi, mes premiers jeux, et 2008. Parce qu'en 96, c'était mes jeux, moi, les plus médaillés, là, avec 5 médailles là-bas. Je dominais là, sur les épreuves de sprint et jusqu'aux 1500 mètres. Là, je dominais facilement là, dans ma catégorie. Puis, ça avait été une déception de savoir que, là, effectivement, là, le mouvement paralympique commençait là, son Émancipation. Exact. Merci, Marc. Je te donnerai 5$ pour le mot. Non, mais C'est bon. on voyait vraiment là, que le sport commençait à être reconnu avec des ambassadeurs comme des ambassadrices comme Chantal, là, effectivement, là, qui a fait beaucoup pour le sport. Et on reconnaissait les efforts là, des athlètes là, avec handicap. Puis ça a progressé depuis. Ça n'a pas arrêté de progresser, je trouve. Ben ça, c'est intéressant. On en parlait avant d'entrer en ondes, Laurent. Comme on dit, oui, ça progresse. Puis je suis content que tu le dises toi-même. Est-ce que ça progresse assez vite? Est-ce qu'on est encore surpris de lire ce matin? Moi, j'ai lu, je ne sais pas si tu connais Marie-Amélie Le Fur, qui était une femme qui était aussi en paralympisme pour la France, puis qui est responsable maintenant, présidente du comité paralympique français, puis elle dit « Enfin, les Français ont compris que les sportifs paralympiques sont des sportifs à part entière. » C'est son expression d'aujourd'hui, là, en plein jeu paralympique. Il y avait encore des doutes. Moi, je l'ai lu, ce commentaire-là, ça me fait de quoi aussi. Et je dirais, qu'est-ce qui a changé de ce que j'ai vu, moi, des jeux jusqu'à maintenant? Surtout, ce qui m'a frappé, c'est la cérémonie d'ouverture. Habituellement, les cérémonies d'ouverture que je voyais au niveau du Paralympics, c'était, oui, il y avait des acteurs, il y avait des artistes avec des handicaps, mais souvent, le handicap était caché. Donc, tu avais, tandis que je ne sais pas si tu as vu, je ne sais pas si vous avez vu dans la cérémonie d'ouverture le chanteur qui a mené, qui avait un membre amputé, qui chantait avec son membre amputé. Il y avait là une forme de je m'accepte comme je suis. Normalisation. À part entière. Puis je m'accepte avec ma différence. Puis oui, que c'était un combat très, très fort en termes d'évolution. Parce que maintenant, l'athlète handicapé n'a plus besoin de se cacher, d'essayer d'être, entre guillemets, un valide où il peut être l'athlète avec sa limitation, performer et être reconnu comme tel. Puis ça, je trouve que c'est un grand pas. Puis ça m'a frappé. Ça m'a frappé là, dans la cérémonie d'ouverture de voir qu'on était capable d'exposer d'un côté, là, si tu te rappelles la cérémonie d'ouverture, il y avait les gens vêtus noirs qui étaient les conformistes, qui étaient les valides, qui étaient en opposition au début avec les gens qui étaient différents, les gens qui avaient des handicaps. Puis à la fin, tout ça, ça se mariait ensemble. Puis ça faisait une communauté. Beau message, oui, absolument. Le message était fort. Le message était fort, puis ça en dit là, sur la progression qu'on a faite. Parce qu'on était là-dedans, hein, Marc, si tu te rappelles, là, moi, c'était des cheveux gris, peut-être pas Laurent, là, mais... Pas encore. Mais les questions qu'on se posait, Marc, à l'époque, c'était beaucoup... il faudrait que les athlètes handicapés fassent partie des Olympiques. Pourquoi qu'on les intègre pas? Puis, je pense qu'on est rendu ailleurs. Je pense qu'on est rendu où on n'a plus besoin d'être intégré parce que le message qu'on porte, oui, c'est un message de performance, de dépassement de soi, mais je pense qu'il y a un message d'espoir aussi qui est porté par le mouvement paralympique. Des histoires, quand on s'intéresse aux athlètes, on s'intéresse à leur histoire, quand on s'intéresse à ce qu'ils ont réussi à surmonter, je pense que c'est chose d'espoir. Puis, je me faisais cette réflexion-là. Quand je suis revenu, moi, de 96 de mes jeux, il y a un gars qui s'appelle Jimmy Pelletier, qui était à l'Enfant Jésus, sur son lit d'hôpital, quand il a ouvert la télé puis qu'il m'a vu, il dit « Regarde, moi aussi, faire des choses au niveau sportif. » Aujourd'hui, il s'apprête à faire le tour du monde. Fait que, c'est vrai, oui. Tu sais, je pense qu'autant au niveau olympique qu'au niveau paralympique, on peut être des bouchées d'animal, créer des rêves. Puis ça, notre jeunesse en a besoin. Qu'elle soit handicapée ou qu'elle soit pas handicapée. C'est ça que j'allais dire, que les gens soient handicapés ou non, parce que moi, les images qui me motivent le plus, c'est aux Jeux paralympiques, c'est pas aux Jeux olympiques, comme on disait en intro, c'est des nageurs qui n'ont pas de bras. Je veux dire, moi, j'ai de la misère à nager 2 minutes avec mes bras dans une piscine. Tu sais, c'est de surmonter des difficultés que
quand ça t'arrive, je veux dire, quand tu te fais amputer les bras, je pense pas que ta première pensée, c'est de te dire, je vais nager, là. Je vais aller dans une piscine, mais c'est le courage que ça prend, l'effort que ça prend, la persévérance que ça prend. Moi, ça vient me chercher pas mal plus que juste quelqu'un qui est le meilleur au monde dans son sport, parce que le meilleur au monde dans son sport, il est né avec des facilités, en fait. Il est né avec un talent énorme pour l'athlétisme ou pour la natation, mais quelqu'un qui a subi un accident ou quelconque ou qui est né avec justement des handicaps versus un talent énorme, de surmonter tout ça puis d'accomplir ce que ces athlètes-là font, moi, ça me... Ouais. Je suis sans mots. J'en suis sans mots quand je regarde ça. Et lorsque les gens les regardent, les jeux, justement, ils sont éblouis, ils sont incroyablement inspirés. Et comme tu l'as dit, un Jimmy Pelletier t'a vu, puis il a décidé de faire ça. Toi, t'as peut-être vu quelqu'un, t'as peut-être vu André Vigé ou je sais pas. Il a vu Vigé finir le marathon de Montréal, puis c'était de dire, regarde, moi aussi, je vais aller aussi vite que lui. Là. Fait que, puis, ces histoires-là, je pense que ce qui est le fun du mouvement paralympique, c'est que ça transforme également des vies. Il y a ce pouvoir-là, on parlait d'étincelles tantôt, transformer le regard, transformer les gens. Moi, à l'époque, quand j'ai eu au début de mon accident, les gens, beaucoup n'osaient pas aller vers moi nécessairement parce qu'ils ne voulaient pas, il y avait de gêne de quelque part. Je la sens moins aujourd'hui, je la sens moins au bureau, je la sens moins, ça a évolué beaucoup, là. Vraiment intéressant ce que tu racontes. Puis juste pour rappeler aux gens, là, plein de gens connaissent ton histoire, mais évidemment, tu étais joueur de hockey, qui était promis un bel avenir, avait une saison complète dans le corps comme joueur de hockey pour les Cataractes de Shawinigan dans le junior majeur. Qu'en entraînement suivant, un coup de poing avec un coéquipier finalement, qui tentait de faire sa place. Puis toi, ben, tu as joué le jeu aussi. Finalement, ben, tu es devenu quadriplégique à la suite de cet accident-là. Ouais, 18 ans. 18 ans, puis... effectivement, si je n'avais pas eu ces modèles-là qui se sont présentés à moi par André Vigé, par Chantal Petitclerc, si je n'avais pas eu ce coach-là, Pierre Pomerleau, qui m'a invité à venir au PEPS puis essayer ça, la course en fauteuil, puis que là, il y avait, à l'époque, tu vas te rappeler de ces noms-là, Marc, il y avait Luc Gingras, il y avait Chantal qui s'entraînait, puis s'en allait pour Barcelone, nous autres. Moi, je suis arrivé là en 91. Heureusement, je n'ai pas fait l'équipe à mes premiers essais. Mais ce qui m'a permis de transformer ce rêve-là en ambition, c'est cette gang-là. Un mot sur notre partenaire principal, Chrono Aviation. Spécialisé dans le nolisement d'avions, incarne la performance inégalée et le dépassement de soi pour ses clients. Rêver grand et viser haut, c'est ce qu'ont fait Vincent et Danny Gagnon en 2012 en démarrant leur entreprise avec un seul avion à Québec. Aujourd'hui, de Québec à Saint-Hubert, 300 employés opèrent une quinzaine d'appareils dont le tout dernier peut transporter plus de 180 passagers. Mais au-delà des chiffres, Chrono Aviation, c'est une histoire de passion, de dévouement et de persévérance. Comme quoi, la rigueur, en affaires comme dans le sport, c'est gagnant. D'ailleurs, plusieurs équipes sportives choisissent de voler sur ses ailes pour sa sécurité, son confort et sa flexibilité. Mais surtout parce que chez Chrono Aviation, sky is not the limit. Bien, justement, tu parles de progrès, puis effectivement, le regard a changé et de plus en plus de gens, tant mieux, constatent que vous êtes des athlètes à part entière, puis vos histoires sont grandes, mais vos exploits sont grands également. Mais il y a encore des injustices. Puis j'aimerais ça qu'on en parle, Dean. C'est l'occasion, on a un balado pour... On parle du bien du moins bien aussi. OK, on se lâche là. On se lâche là. Pourquoi c'est pas avant? Moi, excuse-moi, là, mais je comprends pas. Pourquoi c'est après, 3 semaines après? On l'a dit tantôt, Laurent et moi, on est des fans de Jeux olympiques, là, comme bien des gens. On les a regardés assidûment. Puis, c'est comme il se crée un essoufflement, c'est moins disponible, ça allait plus qu'avant, mais c'est moins disponible. Pourquoi les Jeux olympiques ne seraient pas joués avant, par exemple? J'ai jamais posé cette question-là, à savoir, est-ce que les... Parce que la complexité, moi, qu'on me racontait là, à l'époque, puisque j'étais... parce que 96, je ramenais en arrière un peu, 96, là, quand les Olympiques se terminaient, les commanditaires partaient avec leur banderole, le village se vidait et il restait plus rien. Là, ce qu'on a réussi à c'est d'amener le drapeau paralympique en même temps que les Olympiques. Ce qu'on a réussi à faire, c'est d'avoir justement des commanditaires d'importance qui sont là, que ça fait et paralympique et olympique
nommerai pas de nom de compagnie, mais on voit qu'ils sont présents. Je peux me poser la question, savoir qu'est-ce que ça apportait de plus avant. Ben, Je vois les journalistes là, qui sont restés là, Diane Sauvé, puis ils sont restés là-bas. Je me dis, Colin, ça fait 1 mois et demi minimum qu'ils sont là. Ils doivent peut-être tenir à Montadi parce que c'était la raison qu'on nous donnait à l'époque. Les journalistes partaient, il ne restait plus personne. Là, il restait 1 ou 2 personnes. Là. Je serais resté à chacun des 9 Jeux olympiques que j'ai couverts, je te jure. Puis tout le monde resterait aussi. C'est pas ça la question. Puis on serait là avant, puis on adorait ça. Là. Et vous me dites que vous êtes fatigué de voir des jeux. Là. C'est ce que j'entends. Fatigué, mais c'est même pas une question de. Non, mais c'est même pas une question d'Olympique versus Paralympique. Tu sais, s'il y avait une autre compé, je veux dire, j'adore l'athlétisme, par exemple, mais je sais qu'il y a des Diamond League en ce moment, c'est les mêmes athlètes. J'ai plus envie d'en regarder. J'ai regardé de l'athlétisme tous les jours pendant 2 semaines. Je suis à bloc, là. Tu sais, je veux dire, même à la fin des jeux, là, même certains sports, à part les sports qui sont vraiment ma passion, là, mettons le patin de vitesse, c'est sûr, je pourrais regarder toutes les courses tout le long des Olympiques puis avoir envie d'en regarder après encore. Mais par exemple, la natation, là, il y avait tellement d'épreuves, à un moment donné, j'étais décroché. Même pendant les jeux, il y a certains sports que c'était juste trop. Puis là, après ça, c'est comme, j'ai l'impression comme je disais à une image, mais j'ai l'impression d'avoir mangé un énorme repas puis je suis encore bourré. Là. L'envie de regarder du sport en général, peu importe quel sport, n'est pas complètement revenu encore. Fait qu'avant, ça serait comme une entrée quand tu as très faim, par exemple. C'est bien dit, ça. Mais c'est peut-être pas une bonne idée non plus, là. On pense à voir. Moi, je pense juste... Ouais, vas-y. Ce que ma grosse crainte, parce que maintenant, il y a eu beaucoup d'athlètes qui voulaient qu'on intègre le mouvement olympique. Ouais. Et chez Chantal avait son opinion là-dessus. Moi, j'avais une opinion qui était... Benoît Huot aussi l'avait, il a changé d'idée entre-temps. Ouais. Exactement, tu sais. Puis je pense qu'on se serait... parce que je parle de besoin, mais on se serait noyé dans les Olympiques. Moi, j'aurais dû tirer dans le pied, tu vois. Regarde, moi aussi. Mais je pense qu'on aurait perdu l'essence du mouvement paralympique. Pour moi, qu'il soit avant ou après, effectivement, tu aurais peut-être un engouement additionnel. Puis toutes les venues, toutes les comment on dit bon, les comment sites. C'est les sites. Ouais. Elle serait déjà adaptée. Là, fait que, parce que là, il y a tout ce bois qui arrive là. Mais c'est clair. Avant ou après, moi, ça ne me dérange pas, mais le pendant, essayer de mettre 16 000 athlètes là-dedans, je pense que c'est pas possible. Ça, c'est non, c'est ça, effectivement, Laurent, on a parlé aussi. 4 000 athlètes aux Jeux paralympiques, 10 ou 11 000 aux Jeux olympiques. Ça commence à faire du monde dans un village olympique. Ils ont déjà de la misère à rentrer tout le monde pendant les Jeux. Fait que là, il faudrait que tu en rajoutes 4 000 de plus. C'est ce que Benoît Huot disait aussi, parce qu'à un moment donné, il pensait comme ça, on devrait être intégré. Mais après ça, il dit non, finalement, on enlèverait tellement d'épreuves, probablement des catégories, probablement sur des sports. Alors, ce ne serait pas gagnant pour personne. Maintenant, pourquoi on n'additionnerait pas les médailles? Si on dit qu'on est dans l'égalité et l'inclusion, je ne comprends pas qu'on a décidé là, que le Canada avait gagné 27 médailles. C'est tout. Ouais. Puis qu'on n'additionne pas les 20 autres qui vont arriver là, d'ici la fin des Jeux paralympiques. La Chine serait première devant les États-Unis si on incluait leurs médailles paralympiques. La Chine fait un travail incroyable. Les Thaïlandais en athlétisme, c'est incroyable. La profondeur au niveau du sport, la course en fauteuil roulant, là, particulièrement. Pour moi, honnêtement, Marc, j'ai pas de revendication par rapport à ça. Là, je suis trop vieux. Je sais pas, mais je suis pas... Non, mais c'est correct aussi. Non, on pose la question aux experts. Pour moi, la médaille, tu sais, la médaille paralympique, la médaille olympique est toujours pas pareil. Le Uruguay, pareil non plus. C'est vrai, ouais. Est-ce qu'on gagnerait quelque chose? Moi, j'aime mieux comparer les Paralympiens, la cuvée de Paralympiens qu'on a aujourd'hui versus la cuvée qu'on avait il y a 4 ans et la cuvée qu'on avait dans mon temps. Si j'ai un commentaire ou une critique, c'est que je crains que le Canada est dans une vague creuse actuellement là, en termes de médailles. Je regardais ça hier. On a le même nombre de médailles que l'Iran, puis on a autant de médailles d'or que l'Éthiopie. Là. Je trouve que ça envoie un signal, pour un pays comme le Canada, je trouve que ça envoie un signal fort qu'il faut travailler fort. On en jasait un petit peu justement avant de rentrer en ondes, puis c'est ça, on a un meilleur classement des médailles aux Jeux olympiques que paralympiques, alors qu'on se veut un pays extrêmement inclusif, progressiste, avec des mesures pour aider les gens. Qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Pourquoi ça fonctionne pas? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Assurément, il faut
être capable de mieux développer. Tu sais, je reprends ta question, Laurent, parce qu'elle est super bonne. On a notre structure de sport, tu sais, en parlant des pistes, on a gravi vite. Là. Ça, on avait, à l'époque, il y avait moi, il y avait Chantal, il y avait Kelly Smith, il y avait un paquet de bons coureurs. Là. Hansen, et compagnie. Et on avait, effectivement, on avait un paquet de monde qui était là. Mm-hmm. Puis, on dirait qu'il n'y a pas eu de relève. On dirait qu'on n'a pas réussi à susciter une relève, puis à les inspirer, puis à les amener vers le haut. On dirait qu'après ça, ça s'est éteint au Canada, alors qu'il y a d'autres pays, en Asie, qui ont créé des structures. Je ne pense pas qu'on puisse répliquer des structures qu'il y a en Chine, où là, il y a des centres d'entraînement, puis qu'on prend les athlètes, qu'on les amène là-bas. Le Canada, c'est un pays qui est très grand, ça coûte cher voyager, ça coûte cher compétitionner, mais sûrement que notre façon de développer nos athlètes paralympiques, il faut se questionner parce que dans ma tête, c'est pas juste un hasard. Ça fait quelques années qu'on perd des rangs. Puis je trouve que le Canada devrait mieux performer là, en tant que pays industrialisé. Puis c'est sûr que maintenant, les pays asiatiques ont accès aux mêmes technologies que les pays développés. En guillemets, les fauteuils de course et tout ça, là, je regardais moi, sur les lignes de départ. Il y a plus à la même technologie. Ouais, effectivement, c'est des fauteuils, entre autres, là, je lisais le japonais, je crois, ou chinois. Ouais, moi, j'étais là. Ils remportent toutes les médailles, là, c'est ça. Ouais. C'est comme il y a bonne deux types de fauteuils. Là. Il y a des fauteuils complètement carbone, puis il y a nos bons vieux fauteuils à d'aluminium qui est fait par une compagnie japonaise, OX. C'est un système de fauteuil, ça. C'est bon, ça. Il serait peut-être temps, Dean, tu disais que le Canada, justement, fait peut-être pas les choses comme il faut, Laurent aussi, qu'on joigne les forces olympiques et paralympiques dans une même fédération, dans un même comité national. La Grande-Bretagne sont ensemble, les Américains, ils ont le Olympic and Paralympic Committee. Je comprends pas, encore une fois, pourquoi on a deux entités différentes. Est-ce que ça te cause un problème de ton côté? Est-ce que tu vois ça comme un enjeu, peut-être? Dans l'intégration des deux, je vois du bien. Cette année, on l'a vu là, au niveau des médailles, là, le comité paralympique canadien a réussi à avoir là, même reconnaissance, là, médaille paralympique. Mais plus loin que ça, là, moi, c'est plus d'avoir accès aux structures, aux coachs, à l'équipe complète là, qui permettrait de prendre des jeunes, des amener à un niveau, là. Tu sais, là, je sais qu'on est d'un podcast, on a le droit, j'imagine, là, mais j'ai vu des compétitions. Tu sais, la marche entre, OK, je fais du sport pour m'amuser, là, je suis rendu un athlète paralympique, là. Il devrait y avoir quelques étapes avant ça, plus claires, mieux encadrées, mieux structurées, permettrait justement de prendre justement ces relèves-là, puis de les amener, progresser à travers le continuum pour les amener aux Paralympiques. Là. Ça, je trouve que c'est dans ce milieu-là, tu sais, au niveau des écoles, oui, OK, on fait du basketball en fauteuil roulant, on pratique certaines activités sportives, mais d'être capable d'avoir un personnel d'entraîneur, d'être capable d'avoir les fauteuils, d'être capable justement de mettre en place des séances pour faire connaître le sport, je pense qu'à ce niveau-là, il y a du travail qu'on pourrait faire. On pourrait mieux faire notre travail, assurément. Je voyais un avantage. Puis, oui, excuse, tu sais, j'ai côtoyé un peu là, Anthony Bouchard, là, qui est dans les Paralympiques là, de Paris, puis qui est dans ma catégorie. Puis je regarde ses résultats parce que je ne veux pas me mettre mes retards. Là, fait que... ça, là, c'est dur, c'est très mal. Alors, là, tu m'as vu ça, toi aussi, un jour. On dirait qu'on peut-être un jour, mais j'avais clairement moins de records que toi à me faire battre, par contre. Là, mais... regarde, tu vois, ça fait mal. Tu sais qu'on t'enlève, il y a quelque chose en dedans de toi. Mais tu sais, Anthony, il a commencé, puis sans trop de structure, il a réussi à avoir un coach, là, puis là, tu sais, si on encadrait mieux, c'est des cas d'exception.
Oui, correct. Ben là, parce que je voyais le lien, là, je sais que Laurent, tu pourrais en parler. Le Comité olympique canadien a beaucoup de financement, beaucoup de programmes également pour les athlètes qui vont prendre leur retraite. Je ne sais pas si c'est les mêmes programmes au niveau paralympique, mais c'est sûr que c'est une fédération qui est un peu plus dans l'ombre. Hein. Puis le fait de joindre les deux bouts, probablement qu'en 2008, lorsque le gouvernement a finalement accordé 20 000 pour une médaille d'or, 15 000, 10 000 pour les autres médailles après, ils n'auraient pas dit... Le Comité olympique canadien n'aurait pas dit les athlètes paralympiques, par exemple, on leur en donnera pas tout de suite. On va attendre je ne sais pas quoi. Là. C'est incroyable qu'on ait attendu en 2024 pour remettre des sommes d'argent aux gagnants. C'est ahurissant. Puis les gens ne savent peut-être pas, mais c'est un vrai scandale, donc à moi. Là. Laurent, vous avez quand même un support important là, comme. Ben oui, je veux dire, comme tu dis, c'est honteux, en fait, là, tu sais, je veux dire, que ça n'ait pas été fait avant, puis comme tu dis, s'il y avait eu juste une fédé en 2008, quand cette décision-là a été prise, il n'y aurait pas pu discriminer de même, mais c'est vraiment de la discrimination, au final, là, tu dis, les médailles olympiques, c'est correct, mais les médailles paralympiques, c'est pas correct, mais voyons donc, tu sais, ça change quoi sur un budget fédéral d'une année du Canada, là? C'est rien, là, c'est des peanuts, là, pour un pays, là, tu sais, c'est drôle que ça ait pris, c'est drôle, c'est triste, en fait, que ça ait pris aussi longtemps, mais là, au moins... Dean, tu aurais 50 000 de plus là, que tu aurais pu investir dans ton réel. Ben, plus que ça. À 11 en 2008, non, mais mettons que tu pars en même temps. C'est ça. Oui, mettons, 2008, exact. Non, oui, moi puis Chantal, on se disait, non, on va faire un comeback, là, parce que non, on est dessus. Non, qu'est-ce que c'est? Ça va être payant. Non, mais en tout cas, bref. Je te rappelle, je pense que c'est toi, Marc, qui m'avait posé cette question-là. Tu m'avais demandé, il me semble que c'est toi, là, je peux pas jurer que c'est toi, là, mais combien ça prend de médailles paralympiques pour faire une médaille olympique? Tu sais, parce que en revenant d'Atlanta, je n'avais 5, puis regarde, bref. Et maintenant, aujourd'hui, d'entendre un athlète olympique comme Laurent voir ces propos-là, pour moi, là, c'est de la musique classique à mes oreilles, là, c'est bon, à quel point les athlètes paralympiques ont fait bien, puis de voir qu'ils sont reconnus même dans les yeux de l'athlète olympique, hey, c'est wow, on n'est plus en 96. Ben, je veux dire, c'était peut-être juste que les gens étaient vieux jeux avant, parce que comme je te dis, quand tu gagnais tes prix en fin de carrière, puis moi j'avais 13-14 ans, je allé dans les mêmes galas dans les catégories découvertes, tu m'impressionnais à 100% à ce moment-là. Là, il n'y avait pas de différence. En fait, il y en avait une différence qui m'impressionnait quasiment plus. En fait, c'était comme, moi je m'imaginais avoir un accident comme toi, puis je sais pas si j'aurais le courage ou la force de me relever comme tu l'as fait. Tu sais, je trouve que c'est une leçon de vie, là. C'est tellement motivant. Je te jure, je m'en souviens de ces fois-là, de devoir arriver en avant, puis j'étais impressionné. Mes parents disaient, Laurent, lui c'est un athlète. Puis, je veux dire, j'étais 100% d'accord avec eux autres, là. Ah, c'est le fun d'entendre. C'est le fun d'entendre parce que j'ai eu des feedbacks comme ça, mais j'ai eu dans l'autre sens aussi. C'est dans le sens que c'est bien, vous d'autres, c'est facile, les Paralympiens, là. Non. Les médailles, ben oui. Mais voyons. On t'a dit ça de vive voix devant toi, là? On sait bien, ben oui, t'arrives avec 5 médailles, voyons, tu sais. Non, mais, tu sais, qu'on ait le débat, moi, j'ai rien contre ça. Maintenant, tu sais, je l'invite à venir faire de l'entraînement avec moi, de venir faire les semaines que je faisais, puis, regarde, après ça, ben, tu achèteras le nombre de médailles que tu penses que tu mérites, mais, tu sais, à quelque part, et la discipline que les athlètes paralympiques se donnent, pour la plupart, la grande majorité, c'est une discipline olympique, là. Absolument, j'ai aucun doute. Regardez même le spectacle, là, regardez 1500 mètres, fauteuil roulant, T54. T54, mettons, tu fais une recharge. C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. De voir des fauteuils qui roulent à 37-38 km/h sur une piste de 400 mètres avec des stratégies, comme vous avez, Laurent, probablement, puisque il y a une dose d'effort. C'est de la Formule 1, là. Soit plus moi. Pas besoin d'en dire plus, le 37-38, là, je veux dire, essayez d'aller rouler en vélo pendant 1,5 km à cette vitesse-là, monsieur, madame, tout le monde, là, c'est bonne chance, là, c'est vite, là. Moi, mes jambes, ils brûlent à 37 km/h en vélo, là, je suis un athlète, là, c'est vite, là, avec les bras, là, je veux dire, je comprends pas comment on peut dévaloriser une performance comme ça, ça me sidère, là. On l'a vu ta course, là.
T'es shapé comme un linebacker de la NFL du haut du corps, là. Ça paraît que tu t'entraînes. Non, mais c'est vrai, là, tu sais, t'as l'air d'un athlète, personne ne peut dire l'inverse. Je comprends pas comment on pouvait oser dire ça. Je t'ai insulté pour toi, puis je suis désolé, en fait. Ouais, mais c'est des regards que, tu sais, Laurent, tu sais, moi, c'est des regards que, comme personne différente, t'as, soit c'est des préjugés, puis, tu sais, à quelque part, tu fais fi de ça parce que toi, tu as un but, t'avances, T'es ailleurs, hein, c'est t'es ça. ailleurs. Oui, c'est ça. T'espères juste que cette personne-là n'influencera pas d'autres personnes à penser comme elle. Je me rappelle de jeu du Commonwealth avec Alexandre Dupont. Je pense qu'il était dans le T54, justement. Oui. Puis je crois, je ne me trompe pas, s'il n'a pas gagné l'or, c'était pas loin, là, mais c'était à travers les autres sports. Parce qu'au jeu du Commonwealth, il n'y a pas de jeu para-Commonwealth. Exact. Et écoute, les applaudissements étaient aussi forts pour lui que pour tous les autres athlètes. C'est un spectacle en soi, tu l'as dit, c'est formidable. Puis j'invite les gens à le suivre, les Jeux paralympiques, le basket en fauteuil roulant, le rugby en fauteuil roulant. T'aurais pu jouer à ça, toi, Dean? J'ai joué. T'as joué? Disons que, comme ma carrière de hockey, là, Ça tentait moins des contacts? Tu sais, je commençais à avoir un tempérament un peu trop bouillant au rugby, là. Fait que, non, c'était pas pour moi, là. Non, mais c'est merveilleux. C'est un beau sport aussi. En tout cas, j'aime bien les voir. Puis, basket, évidemment, c'est Cindy Ouellet là, qui passe en quart de finale là, lors du prochain match. Cindy qui est. Ouais, j'y souhaite sa médaille. Elle n'a jamais eu de médaille encore. C'est ses sixième jeu. La première, exactement. On y souhaite tellement, c'est bon. Tu sais, on parlait du spectacle, puis Johnny Peacock, justement, aujourd'hui, double champion du 100 mètres, lui, c'était en T64, je ne me trompe pas. Et il parlait qu'il lançait un appel à Sébastien Coe, qui est le président de la Fédération internationale d'athlétisme. Il dit, à quand des épreuves para-athlétisme dans vos compétitions de la Diamond League? Il n'y en a pas. Et c'est un autre combat. Hein? Oui, c'est un autre combat. Souvent, les fauteuils sont invités. Ouais. Caméra fermée, par exemple. Ouais, je sais pas si c'est fermé, non, ouais. Ben, non, c'est ce qu'ils disent. Je ne dis pas que c'est fermé. C'est peut-être une image, mais en voulant dire. OK. Ouais, ben, c'est ça. 5 minutes avant que les caméras ne s'allument, c'est ça qu'ils disent. Ah, OK, ouais, je comprends. Je comprends le chien d'œil, là. Ouais, mais effectivement, de temps à autre, on invite une catégorie. Mais c'est là que les athlètes sont un peu divisés, man. Parce que effectivement, tu vas-tu prendre une catégorie, je vous parlais tantôt du T54, paraplégique, le moins de limitations possible, tes mains là-dedans, tu fais un show, et wow! De l'autre côté, ben, tu as un athlète qui s'entraîne autant, qui est dans une catégorie inférieure que lui, ben, justement, tu fermes la caméra, qui va moins vite un peu que les autres. Là. Ça, c'est tiraillant à l'intérieur même du mouvement paralympique. Est-ce qu'on choisit meilleur des meilleurs pour les montrer en fonction de leur handicap, ou ben donc on s'assure d'avoir une diversité même à l'intérieur du mouvement? Ça, c'est quand même des questions qu'il faut se poser parce qu'on a réduit beaucoup le nombre de compétitions, beaucoup le nombre de classes. Ouais. Il y a un danger, Marc, là-dedans, Laurent, il y a un danger que ça ne représente plus la population qu'on est, là. Tu sais, il ne faudrait pas demander qu'on élimine qu'il y ait seulement des compétitions T54. Ou que ce soit T51, 54, puis finalement, ben, il y a un désavantage important pour les 51. C'est ça, on ne peut même pas comparer. Puis ça, c'est la difficulté du sport paralympique, là, c'est les fameuses classes, comment on se retrouve là-dedans. Comment est-ce qu'on fait les classes sans briser la catégorie plus tard? En tout cas, on parle de combats qui restent encore à faire, d'autres qui ont été gagnés, puis tu nous as éclairci ça. Moi, je suis content, Laurent, aussi, j'imagine. On est capable d'avoir une idée là, de quelqu'un qui vit ça de l'intérieur. Mais il y a un combat que tu as mené, puis qui, lui, a été réglé par l'entremise de la ministre Charest de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. C'est d'éliminer enfin les bagarres dans l'hockey junior. Ça, c'est une autre aberration que j'ai dénoncée pendant des années. Et enfin, le Québec a été précurseur là-dedans. Et une première saison s'est déjà déroulée sans bagarre. Et puis, je pense que tu dois être très fier de tout ça, Andy. Ah, puis ça a pris du temps, Marc. Hein? Tu savais comment ça a pris du temps, à quel point. Puis merci à Isabelle. Merci aussi à Enrico Ciccone, parce que cette bataille-là, on l'a menée ensemble. Là. Un ancien coéquipier à toi, d'ailleurs, Enrico. Un ancien coéquipier qui était là quand j'ai eu mon accident. Ouais. Puis pour nous, c'était impensable qu'un jeune mineur doive aller sauter sur une patinoire, aller se battre, pouvoir avoir du temps de glace ou faire plaisir à son coach. Ben, ce qui t'est arrivé, dans le fond, c'est ça. C'est un peu ça. C'est impensable. Ouais. Puis on a réussi à faire évoluer petit à petit la ligue
c'était les premiers, hein, puis c'était les premiers au Canada, là, tu sais, aller Ontario, puis de l'Ouest, encore bagarre, là. Fait que, c'est ça que, regarde, je suis pas un lâcheux, hein, fait que c'est ça, sur ça, là, que on va se rendre encore loin au niveau du paralympisme, je suis certain de ça, mais c'est sûr que pour changer une culture, ça prend du temps, puis, tu sais, quand on regarde, tu sais, au Canada, on a quand même une belle évolution dans la diversité, l'inclusion, puis l'équité. Dans d'autres pays, là, on est encore loin. Hein? On est encore loin de ça. Là. Quand je vois, moi, un pays comme qui remporte des médailles paralympiques, de voir la figure, là, l'athlète qui arrive avec sa médaille, puis comment il peut transformer le regard des gens avec sa médaille. Puis ça, moi, c'est ce qui compte le plus. Là. Comment est-ce qu'on arrive à faire cette transformation-là? Je suis rendu là-dedans. Oui, je suis. Wow. Laurent, mot de la fin? Ben, moi, je trouve ça magnifique. Je suis vraiment content de t'avoir parlé. Vraiment, comme je te dis, tu m'as marqué quand j'étais jeune. Puis, mes parents qui étaient moi, c'était normal, les athlètes. Là. Mes parents ont fait des Olympiques, mais ils disaient, lui, c'est un athlète. Là. Si mes parents disaient ça, je disais, OK, il faut que je le regarde. Puis, ça m'avait vraiment impressionné, vraiment. Puis, je suis content de voir que tu étais optimiste. Comment je peux dire? Tu es fier du chemin qui est parcouru. Puis, tu avais plus de trucs bien à dire que de trucs que tu aimerais qu'on change dans le paralympisme. Fait que je trouve ça le fun de sentir ta fierté, si on veut. C'est comme une camaraderie. Là. Puis j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau de t'entendre aujourd'hui. Ce que je trouve, là, merci Laurent. Merci beaucoup pour ce que tu m'envoies, parce que c'est le fun de se le faire dire, commencer notre lettre. De notre point surtout. Là. Mais voilà. Pour moi, ce qui est le plus important comme société, c'est qu'on se pose des bonnes questions. Qu'on ne se cache pas la vue, qu'on se pose la question, qu'on se pose des bonnes questions pour continuer à évoluer comme société, continuer, tu sais, les discours qu'on parle là, de diversité, d'équité, d'inclusion, toute la place des personnes handicapées dans le monde du travail, dans le milieu sportif et tout ça. Il faut se les poser ces questions-là. Il ne faut pas faire semblant, puis mettre un petit pansement là-dessus, puis voir ça tous les 4 ans. Il faut que ça soit l'occasion, justement, de réfléchir, un peu comme on le fait aujourd'hui, là, à travers votre balado. Merci de l'invitation, parce que c'est des bonnes questions, des questions importantes, intelligentes qu'il faut se poser, puis c'est le même pour une société évolue. Absolument. Puis toi, tu as trouvé des belles réponses, des bonnes réponses à ta situation désastreuse à l'âge de 17 ans. Tu reviens, étudies en actuariat, deviens vice-président de Beneva, deviens un athlète paralympique, 11 fois médaillé. Tu es vraiment l'exemple parfait de quelqu'un qui peut se relever d'un malheur important. Oui, puis, tu sais, au-delà, tu sais, puis je me considère pas comme un super-héros, parce qu'il y a eu cette vague-là, là, c'est des super-héros. Non, moi, ce que je veux, c'est que le travail paye. Tu le sais, Laurent, le travail paye. Combien de tours de piste tu as fait dans ta vie pour aller chercher cette médaille-là? Ces médailles-là, tu sais, le travail paye. Et moi, c'est une éthique que j'ai eue dans la pratique du hockey. C'est après ça dans la course en fauteuil roulant. Aujourd'hui, comme VP chez Beneva, tu sais, c'est l'éthique de travail que le sport t'amène. Chez ça, tu le transposes. Les leçons de vie que le sport t'amène. Tu vieillis prématurément là, quand tu es un sportif, parce que tu as travaillé avec l'échec, tu as travaillé avec la victoire, tu as travaillé un paquet d'affaires que les jeunes ne sont pas exposés et que l'athlète lui est exposé. Puis ça, ça te sert toute ta vie. Ça te sert toute ta vie. Puis là, moi, je suis rendu une place où comment est-ce que je peux aider les autres avec mon bagage? Puis tant mieux si ça les aide. Mais je pense que c'est là-dedans qu'on trouve du sens. Exact. Dean Bergeron, merci. Je savais que ce serait un succès. Puis je savais que mes questions plates finiraient par donner quelque chose de positif. Mais pas plates, mais tu sais, c'est le genre de questions que tu te poses pour brasser un peu les affaires. Puis écoute, moi, je suis d'accord avec Laurent. C'était un beau moment rempli de joie et d'optimisme. Et puis on se pose, je pense, des bonnes questions. Puis tant mieux si, dans 4 ans, on est déjà ailleurs, encore plus haut, encore plus loin, avec le mouvement paralympique. Yes. Merci à toi. Ces questions-là. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bon, on se quitte là-dessus, Laurent, puis on dit merci à notre partenaire Chrono Aviation. Merci d'être de retour pour un autre bloc de 10 épisodes. On est vraiment fiers de l'avoir comme partenaire, alors chapeau. Et puis, on se retrouve pour un autre balado. Dean, poursuis ton écoute des Jeux paralympiques. Bonne chance, Sydney Ouellette.
Yes. et Antoine. Yes. Bye. Merci. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.